À Paris. Et merci à ceux qui ont organisé la boisson hier soir. 8 € pour une bière. Maintenant, je sais pourquoi les gens boivent du vin ici. Ou alors ils ont vu les deux Anglais et ils se sont dit ils paieraient n'importe quoi pour avoir une bière. Je m'appelle John Cleveley. Je suis responsable technique à BBC News. Je suis avec eux depuis 2 ans et demi. J'ai commencé sur BBC iPlayer, c'est leur système de VOD. Et maintenant, je travaille sur le Responsive Needs Project. C'est une équipe de 10 personnes. Et on a mis en ligne nos premiers produits en janvier cette année. Donc, on va parler de comment nous avons bâti Responsive Sites. Et pour la BBC, c'est un défi énorme. On est en train de parler, on passait d'un système tech et on utilisait Responsive sur le front-end. Donc, il s'agit ici de partager quelques-unes des leçons que nous avons apprises et comment nous avons pu intégrer un certain nombre de choses en provenance de Symfony. Et pourquoi on l'a fait d'ailleurs? Pourquoi faire tout ça? Responsive design, c'est très populaire en ce moment. Et donc, je vais déjà parler de pourquoi on a choisi cela. Un peu d'histoire. Voici le site existant. C'est un peu vieille école. Donc là, on parle c'est des sites statiques. Lorsque le journaliste crée une histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un modèle Velocity qui est stocké dans le système de fichiers. Et lorsqu'on demande la page, eh bien, on utilise des SSI pour inclure différentes parties de la page. Donc, c'est vraiment du vieux truc. Et personne ne veut travailler là-dessus. Et on voulait moderniser tout ça et tout ramener au goût du jour par le biais d'une pile dynamique. Et lorsque vous faites la recherche d'un article de BBC qui est un peu âgé, vous verrez en fait une en-tête et un pied de page différentes puisque ça a été publié de manière statique il y a une dizaine d'années. Donc, dans le nouveau site, on va essayer de rafraîchir toute cette pile basée sur le texte. Parlons de responsive, et pour passer en revue pourquoi on pensait que cette approche était la bonne. Et pour ça, il faut prendre un petit peu de recul et voyager dans le temps, dans le bon vieux temps, en 2006. À l'époque, tout était simple. On avait 2 catégories de périphériques. D'un côté, on avait des mobiles. On parle de petits écrans et de très peu de capacité. Et de l'autre côté, on avait des systèmes de bureau avec des navigateurs formidables, des écrans massifs et on pourrait balancer tout ce qu'on veut en termes de contenu. Et pour les êtres humains, c'est facile pour nous de compartimentaliser ces 2 choses différentes. Donc, on a fini par faire quoi? Bon, avec les produits dont on dispose. À gauche, vous avez un formidable site conçu pour les desktops. Et à droite, vous avez le site mobile qui fait ce qu'il faut à peu près du point de vue contenu, ça marche. Le design, c'est vraiment pour les petits écrans, mais ça ne tire pas vraiment profit des capacités massives des périphériques mobiles d'aujourd'hui. Donc, la manière dont le BBC était organisé, c'est que ces 2 types d'applications, c'était géré par 2 équipes différentes. Donc, il fallait réinventer à chaque fois la roue. Il y avait 2 piles aussi. Et ensuite, il y a eu, entre 2006 et 2012, on a eu une explosion dans le nombre de hits, le nombre de périphériques qu'il fallait prendre en charge. Et pour la BBC, on avait un budget limité, donc c'était vraiment un cauchemar. Donc, il fallait réfléchir à ce qu'on allait faire. On avait toutes sortes de choses ici. Vous avez des toutes petites périphériques, des trucs complètement écrasés, et vous aviez des choses comme ça. On a des télés massives, énormes. Là, c'est BBC News à la télé. Et vous avez les Xbox aussi, ou Internet Explorer. Vous avez aussi des connexions très, très lentes parfois.
Le mec dans les champs, il est sur GPRS. Il ne va pas aimer, il ne va pas être content avec en train d'attendre qu'une page des magas se charge. Et vous avez aussi les téléphones 3-4G. C'était probablement plus rapide que mon ADSL à la maison. Vous avez aussi des écrans tactiles et des écrans très haute résolution. Vous avez des écrans noir et blanc avec des capacités limitées en termes de navigateur. Vous avez ces trucs-là. Ah, je l'ai loupé, celle-là. Oh non. Et vous avez des systèmes très chers de Macintosh avec des très bonnes capacités. Mais pour être vrai, si vous mesurez le nombre de personnes qui s'en servent, en fait, c'est pas... En tant que geek et développeur, on en utilise, mais dans le monde réel, je pense qu'il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça. Et vous avez le vieil école mais qui n'ont jamais marché, en fait. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, s'il en fallait, les caractéristiques ne sont pas exclusives mutuellement. À un moment donné, une périphérique peut être mince, ça peut être en rotation, et après ça devient large, et ça change tout, cette capacité. On peut avoir des vitesses différentes aussi. Parfois, je connecte mon téléphone à mon portable et ça peut être une connexion très lente, mais j'ai la possibilité de travailler sur un desktop. Je peux être sur mon téléphone et avoir une connexion très rapide aussi. Il y a tous les cas de figure. Ce qui change complètement la difficulté et la complexité du processus de développement. Les hypothèses sont complètement cassées. Le web mobile n'existe plus vraiment. Le spectre est beaucoup plus large que cela. Ce n'est pas que du petit et du grand. La réalité, c'est tout autre. Ça ressemble plus à ça maintenant. Où nous avons toute une fragmentation des périphériques. Il ne s'agit pas plus uniquement de la capacité et de la taille de l'écran, mais aussi on parle de la vitesse de connexion, la résolution, la bande passante. On parle de Retina qui a double la résolution des autres écrans et comment on adapte l'expérience à cela. Et les méthodes d'entrée de données, parfois c'est tactile, ça peut être à la voix, ça peut être en masse. Et comment on peut prendre en charge tous ces différents moyens d'entrée de données. Donc globalement, les périphériques mobiles, et on parle de 10% du trafic, mais dans un pays comme l'Inde, depuis le dernier trimestre, mobile a dépassé les desktops. Donc c'est vraiment très important. Si on donne une expérience sous-optimisée, eh bien on va perdre de l'argent pour la BBC et on va perdre les hits et on ne va pas pouvoir connecter les nouvelles à un plus grand nombre de personnes. Donc, regardons les ventes des téléphones depuis un an, depuis le dernier trimestre, pardon. La croissance, la plus grande croissance, c'est pour les téléphones mobiles simples. Et un sixième de cela consiste en des smartphones. Donc on ne peut pas faire la conception que pour les smartphones, ou pour iOS, ou pour Android. Ces petits téléphones ont beaucoup d'attentes. Les utilisateurs ont des attentes énormes. Ils savent ce qu'ils veulent voir. Mais on n'utilise pas ces statistiques. Et c'est très important de comprendre quels sont les périphériques qui sont utilisés par vos visiteurs. Donc on a des statistiques toutes les semaines et on s'assure toujours que dans notre placard, nous avons tous les périphériques qui ont plus de 2% du marché en termes de trafic. C'est très important de comprendre quels sont les périphériques spécifiques sont utilisés ou votre service. Et c'est très différent pour les nouvelles BBC. Et même à l'intérieur de iPlayer, qui fait de la vidéo, même à l'intérieur de ça, les stats changent énormément par rapport à BBC News, où c'est surtout les images et du texte. Et pour compliquer les choses davantage, beaucoup de ces téléphones de base tournent sous Opera Mini. Vous savez tous que c'est une ingénierie formidable. Ça marche vraiment
sur les kits très anciennes et il y a un rendu de la page sur un serveur de proxy qui améliore votre connexion, la vitesse de connexion. Donc pour nous, c'est un navigateur mobile de très grande importance. Alors il faut bien comprendre et bien tester le périphérique. Et pas seulement ça, mais à la BBC, on a besoin de se réorganiser. Donc l'équipe où on était 8 ou 10 développeurs, maintenant on a un concepteur embedded, un testeur embedded, et on travaille de manière rapprochée avec eux. Et lorsque vous avez tous ces périphériques, c'est impossible de créer un fichier Photoshop et de le balancer tel. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et avec les tests aussi, avant, on avait un processus où on ne pouvait pas publier si ça ne passait pas la contrôle de qualité et ça prenait 2 semaines. Maintenant, c'est aux développeurs de s'assurer que tout marche. Il y en a un seul testeur manuel qui est un génie avec des téléphones mobiles et qui revérifie que tout roule. Donc, il ne s'agit pas uniquement de s'adapter à nos développeurs, c'est plus une question de culture. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Et ce qui est important également, c'est la vitesse, la bande passante. La BBC a beaucoup d'utilisateurs dans les pays en voie de développement, mais aussi au Royaume-Uni et en France. Les connexions sont très mauvaises parfois. Donc, lorsqu'on s'adapte aux choses, c'est très important. Vous savez, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez aux pages, mais il faut garder la vitesse très rapide à tout moment. Donc, la chose la plus facile, c'est quoi? Ce serait de créer un site dédié pour chaque périphérique. On a une tablette, donc on va créer un site pour iPad, par exemple. On a la télé, eh bien, on va créer un site pour la télé. Mais le problème avec ça, c'est que même avec Google, l'un de leurs ingénieurs principaux a dit on n'a pas les moyens de le faire. Et avec la BBC, c'est sûr qu'on ne puisse pas se le payer. On a des ressources super limitées. Donc, ça n'est pas faisable. Et le nombre des périphériques n'est pas prêt de s'arrêter. On aura de plus en plus. Il y aura toute une panoplie de besoins également en conséquence de cela. Donc l'approche actuelle, et on lutte beaucoup pour maintenir la vitesse de développement également. En fait, c'est le signal qu'il faut boire quelque chose, en fait. Il s'appelle comment? Il s'appelle FAT. Gros chat, gros chat. On a commencé à utiliser GitHub et font une requête de pool, il faut mettre des gifs animés. Donc en fait, j'ai pris une sélection des meilleurs gifs. Alors c'est quoi la réponse magique? Eh bien, il y a pas mal d'options. Mais la première question, c'est comment? On va travailler comment? Comment on va décider sur quel périphérique travaille votre utilisateur? Il y a 2 écoles, en fait, et les deux ont raison. Il y a des pour et du contre pour les 2 écoles, selon le site que vous développez et les utilisateurs pour lesquels vous êtes en train de concevoir le site. Donc, on a le côté serveur, avec détection de périphérique, et le côté client. Du côté serveur, je ne sais pas si vous connaissez Waffle. C'est une base de données énorme des agents utilisateurs. Donc, on peut chercher une chaîne à partir de l'entête et savoir quel téléphone mobile, quel est le navigateur et quelles sont les capacités. On peut mettre un cookie pour qu'on se souvienne si on est paresseux, ou sinon on peut le rediriger sur un autre site. Ou si on utilise Varnish, on peut simplement varier sur l'idée du périphérique. C'est bien, et c'est le genre d'approche que LinkedIn utilise. Donc, ils ont 2 produits très distincts entre mobile et desktop, et c'est très différent, et ça marchait bien pour eux. Et côté client, qui est l'approche qu'utilise le Boston Globe et BBC News, chaque utilisateur individuellement a la même indication initiale. Et ensuite, il s'agit de détection. Il faut la taille de l'écran, il faut détecter
les caractéristiques de JavaScript. Et aussi, il faut mettre à l'échelle le contenu pour coller à l'écran. Et après, les améliorations. Par exemple, vous pouvez rajouter des requêtes XHR pour des contenus additionnels. Si vous avez géolocalisation, on amène le JavaScript pour que vous puissiez réduire le nombre de hits initiales. Donc, ainsi, tout le monde a le même markup, ce qui est formidable pour les back-ends. Tiens, c'est fini. Ce qui simplifie énormément le back-end. Et pour le CDN aussi. À BBC News, si on a un problème d'infrastructure, et c'est on peut le balancer sur un CDN. Ce qui rend le processus beaucoup plus simple à gérer. Malheureusement, le front-end et le JavaScript et le CSS deviennent au contraire très compliqués. Donc, responsive design, est-ce que c'est... en tout cas, c'est peut-être pas la solution pour tout le monde, mais ça a été la solution pour nous. C'est complètement indépendant du périphérique. Il n'y a plus de problème de cette gestion de fichiers Photoshop qu'on avait de par le passé. On a des mises en page flexibles, on a des requêtes MIDI, on peut s'adapter complètement. On peut adapter le contenu au périphérique totalement. Responsive Design nous donne des avantages, un certain nombre d'avantages. On a des types de features, de caractéristiques. On peut développer une caractéristique pour l'ensemble des périphériques et le publier et le mettre en ligne d'un seul coup. Avant, on avait le problème où on mettait en ligne quelque chose pour les desktops, mais l'iOS n'était pas prêt, ou à l'inverse, ou l'Android, ça ne sortait pas en même temps. Et le problème, c'était qu'on n'avait pas cette parité entre les contenus, et c'était un peu partout. Et Responsive Design permet de parer à ce genre de problème. Et on a décidé de ne pas utiliser la base de données Whirlpool. Lorsqu'il y a un nouveau périphérique, on espère que les choses vont tout simplement marcher, puisqu'on va pouvoir calculer la taille de l'écran. On n'a pas besoin de compter sur la chaîne de User Agent. Et le problème avec l'approche Whirlpool et le côté service, de côté serveur, c'est que ça devient une guerre à l'armement, parce que vous attendez la mise à jour d'un fournisseur tiers. Et si ce n'est pas reconnu, eh bien, le site serait sous-optimisé, même sur un téléphone qui a une certaine capacité. Et vous avez une seule base de code, ce qui va faciliter notre vie en tant que développeur. Évidemment, c'est hébergé sur un espace URL unique, ce qui rend beaucoup plus simple l'architecture, au lieu d'avoir beaucoup de sous-domaines, ce qui rend les choses assez compliquées, surtout avec JavaScript. Hébergé sur un URL simple, on peut pousser ça vers un CDN, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Donc, Responsive Design, ce n'est pas nouveau. Ça revient à ces anciennes approches que nous connaissons tous. Les téléphones mobiles, il s'agit de quoi en termes de contenu? Qu'est-ce qui est important pour l'utilisateur qui a un petit écran? Et pour l'amélioration progressive, comment faire la meilleure utilisation des caractéristiques de chaque téléphone? Il s'agit toujours de contenu. Des requêtes de médias et JavaScript seront utilisées pour améliorer cette expérience. Donc, voilà, la plupart des sites web, c'est comme ça. Vous avez le contenu au milieu et vous avez toutes ces poubelles autour. Et vous avez du JavaScript, il y en a beaucoup, il y a des plugins jQuery, et après il faut attendre que la page se charge. Ça serait pas mal, non? Que si au lieu de cela, il s'agissait uniquement du contenu, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, le Responsive Design tourne justement autour de ça. Il faut déterminer quel est le contenu et qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est faux. Les utilisateurs mobiles veulent faire tout ce qu'on peut faire sur une machine de bureau, mais il n'y a pas d'espace. Et donc, c'est difficile du point de vue de la conception. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les mêmes contenus entre les différentes plateformes. Moi, je sais que ça m'énerve énormément si je suis sur mon compte, je suis sur un site, sur mon téléphone,
Et il me dit, pour faire ça, il faut aller sur votre machine de bureau. Et bien, ça veut dire qu'ils ont vraiment échoué. Il faudrait qu'on puisse faire tout sur son téléphone. Mais il faut pouvoir accéder de manière différente. Mais là, il y a un problème. Ce n'est pas chose facile, puisqu'on a 80 navigateurs dans le marché. Il y a beaucoup de téléphones mobiles. Comment diable tester tout cela? Il y a des vieux téléphones qui ont un JavaScript de merde. Et comment? On a des ressources très limitées. Donc, ce qu'on fait à BBC News, c'est de répartir les navigateurs en deux, des bons et les mauvais. On a d'un côté les bons navigateurs où on va améliorer l'expérience, et de l'autre côté, on a des mauvais navigateurs et on donne une expérience de base. Mais ils ont accès au même contenu que la version améliorée. C'est une amélioration progressive, ça n'a rien de nouveau. Mais cela contourne les difficultés de pouvoir tester tous les périphériques sur tous les navigateurs. Donc on a décidé de tirer un trait dans le sable. On a des vieux systèmes HTML4, il y en a des choses nouvelles, et puis c'est là qu'il faut se concentrer. Donc on a fini avec quelque chose comme ça. À gauche, vous avez l'amélioré, à droite, vous avez la version de base. C'est le même contenu, mais on a amélioré la version HTML5. On télécharge les images en mode lazy, et les tables aussi, on a du contenu préchargé, et du côté base, on a le même contenu, c'est toujours disponible, mais sans le JavaScript, sans le test sur ce genre de téléphone de plus ancienne génération. Ce qui nous donne, on est vraiment gagnant. L'expérience de base est rapide, c'est-à-dire vous êtes sur votre GPRS et vous allez sur le site et c'est là tout de suite. Donc, on a vraiment réduit cela à la base. On a donné à l'utilisateur ce dont il a besoin. Et c'est 20K en fait, hein, donc c'est vraiment super rapide. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment décider en quoi consiste un bon navigateur ou un mauvais navigateur? Et c'est là où on détermine en fait, c'est le test. Donc ça c'est le test, est-ce que c'est un bon navigateur ou pas? On fait quelques tests en JavaScript, on voit s'il y a Query Selector ou pas. Est-ce qu'on a un stockage local et est-ce qu'on a Add Event Listener? Ce qui nous donne à peu près une idée de si c'est un navigateur rapide ou pas. Ce qui nous aide à éviter de télécharger des bibliothèques DOM de grande taille. On parle de texte et d'images, ce n'est pas un site complexe, on n'est pas en train de développer un truc CRM, donc on peut se permettre de garder les choses très simples, très légers. Et ce test nous permet de réduire la taille des bibliothèques dont on se sert. Donc on essaie, au lieu d'utiliser jQuery, on compte sur des caractéristiques natives de ce genre de navigateur, donc on n'a pas besoin d'utiliser des polyfills, etc. Et la plupart des navigateurs marchent, ça passe encore. Parmi les stats, les choses, c'est pas mal pour les navigateurs qu'on prend en charge. Et surtout, ça permet de réduire le temps de développement. Donc, on peut passer plus de temps sur les meilleures caractéristiques pour les nouveaux browsers, mais tout en fournissant une bonne expérience de base pour les anciennes périphériques. Donc, je vais passer en revue quelques-unes des techniques qu'on utilise dans notre équipe pour pouvoir améliorer cette expérience. Tout d'abord, les images. Les images font partie, et c'est vraiment le plus important en termes de bande passante. À W3C, on parle des responsive images et d'avoir différentes images de différentes tailles. Mais jusqu'à ce que cela soit utilisé, en fait, on tag tout à 100%, en termes de largeur à 100%. Donc, tout est mis à l'échelle d'un conteneur. Mais le seul problème, c'est que le navigateur ne connaît pas la taille de l'image jusqu'à ce qu'il l'ait reçue. Et à ce moment-là, le navigateur va devoir redessiner la page. Mais bon, il y a du pour et du contre. C'est une solution. Je pense que c'est mieux d'avoir une bonne échelle d'image et de souffrir un peu de la mise à l'échelle. Donc, on fait quoi avec des images? Eh bien, il y a deux stratégies.
Tout d'abord, nous avons un outil sur notre serveur pour remettre, de changer la dimension des images. Donc au début, on prend une petite image pour l'image de base et on rajoute une classe. Et donc le JavaScript passe par-dessus ces tags et il recherche une image plus grande basée sur la taille de l'écran. Donc si vous avez un iPad, un bon écran, eh bien vous voulez une bonne image, de bonne qualité. Donc on enlève l'ancienne image et on remplace par la nouvelle image, tout simplement. Et par rapport à l'expérience de base, lorsqu'on n'a pas d'image, eh bien on a un div vide et on rajoute un attribut HTML5 dans la source de l'image et on remplace la largeur de l'image et donc ça nous permet d'avoir une meilleure qualité pour le périphérique. Ce qui aide un peu la vitesse aussi, c'est télécharger en mode lazy. On peut voir le texte, le contenu dès qu'il voit la page et après on l'améliore par la suite. Un autre exemple ici, où on précharge le markup. Donc il y a un lien au même contenu. Si vous avez un ancien téléphone, vous allez cliquer sur le plus lu, vous allez avoir une page séparée en fait. Sur un téléphone amélioré, on peut utiliser l'Ajax pour l'injecter avec le même contrôleur back-end pour détecter si c'est une requête XHR et ensuite de télécharger justement ce contenu. Les menus sont intéressants aussi et là c'est vraiment le plus grand problème par rapport à la conception. C'est la chose la plus difficile à gérer. À gauche, vous avez un menu qui est GitHub pour les mobiles et à droite, vous avez GitHub qui est plus pour les tablettes. Mais les choses peuvent très rapidement dépasser. On peut être très rapidement dépassé. Vous pouvez avoir beaucoup de contenu, CSS, JavaScript, des images et même juste de l'HTML. Et c'est un vrai problème pour les téléphones mobiles. S'il y a beaucoup de requêtes HTTP sur GPRS, il ne faut pas le faire. C'est très mauvais. Donc, il faut optimiser les requêtes en termes de... Et le but, c'est de demander moins de choses et que les requêtes soient très petites et d'en faire moins. Le plus simple, c'est de s'assurer que tous les contenus soient gzip, surtout pour Apache, où il faut rajouter des deflates, et c'est très facile à faire, ce qui fait que le contenu est beaucoup plus petit. Il y a des choses simples, la concaténation de votre JS et CSS, utiliser le CSS Sprites, beaucoup de petits logos, c'est très mauvais. Et les plugins de tiers, on s'est rendu compte que le like de Facebook, c'est massif, c'est énorme. C'est comme ATK, et ça prend plus d'une seconde pour le télécharger, cette icône de Facebook. Donc c'est important de voir ce que font tous ces petits morceaux de JavaScript sur votre page et en faire le suivi pour être sûr que vos utilisateurs ne sont pas impactés à cause du travail de notre société. Donc, on a décidé de faire le rendu sur le serveur, tous les markups, ce qui permet de tout simplifier. Et pour les périphériques non JavaScript, ça marche, tout simplement. Et pour les Google Box et les Search Box, eh bien, ils peuvent accéder de manière aisée et indexer toutes les pages. Et on garde tous les modèles dans un seul endroit. On n'a pas de duplication entre les modèles JavaScript et des modèles côté serveur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Twitter a récemment changé de stratégie. Donc, ils sont revenus à l'utilisation du rendu côté serveur plutôt que d'utiliser un stash côté client. Et en fait, ils ont économisé 20% en termes de bande passante. BBC News également, on a pas mal de traductions en fait. Et c'est plus simple de gérer toutes ces questions de différentes langues sur le serveur. Donc on a 27 langues différentes dans le monde et ça rend les choses beaucoup plus simples. Plutôt que d'envoyer plein de contenu au navigateur. Ah, c'est encore l'heure de l'eau, voilà. Ça c'est côté serveur. Je ne sais pas si le chat survit en fait.
Ça devient de plus en plus drôle au fur et à mesure qu'on regarde. Pauvre chat. Bon, donc c'est ça l'idée de responsive et notre approche, les techniques dont on s'est servi pour nous aider à développer ce qu'on voulait faire. Maintenant, on va parler des outils dont on a pu se servir, chemin faisant. Et voici notre boîte d'outils. On utilise toutes sortes de choses. On essaie d'automatiser tout. Si je le fais 2 fois, j'utilise un script. Ça facilite la vie. Au fur et à mesure que l'équipe grandit, ça va être payant. Donc, je prends quelques exemples de ces outils-là. Donc, Varnish, c'est Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on a pu faire avant Varnish. Pourquoi c'était si difficile de le faire, mais on multiplie par 10 la performance en utilisant Varnish par rapport au serveur. On a tendance à ne pas utiliser même cache. Et on utilise HTTP, le cache MTT. C'est beaucoup plus simple à déboguer et c'est plus facile à comprendre ce qui marche et de réduire le nombre de couches de cache dont vous servez dans votre système. Donc avec Varnish, on rajoute des annotations aussi. Donc, lorsque la requête arrive à la BBC, on décide d'où vous venez, on a des détails, on va annoter l'entête et on renvoie au front-end au niveau PHP. Et nous avons donc une architecture service. En tant que développeur PHP ou Java, je ne travaille qu'avec des API. Et le niveau, la couche service a un magasin de contenu. C'est une marque logique XML. C'est de l'XML. Ça revient. On avait un Xcache control. Et ça se remplit dans Varnish et la requête ensuite est disponible lorsque on a 8 millions d'utilisateurs unitaires par jour. Et Varnish nous protège d'une attaque anormale de requête. C'est aussi un grand événement dans l'actualité. Varnish nous protège finalement contre ces pics de connexion. L'architecture donc à la BBC est un petit peu plus compliquée. On a aussi ZTM, les gestionnaires de trafic entre les différentes couches. Et on a aussi Varnish. On a Varnish entre l'utilisateur et le front-end PHP, et on a Varnish entre le PHP et le back-end Java. Et on utilise Zen Framework. Mais c'était avant que je n'arrive. Ça marche à peu près, c'est un peu lent, mais bon, ça fait le travail, quoi. Donc, un de mes objectifs, c'est d'essayer de moderniser ce cadre et notre façon de nous en servir. Et c'est là où on utilise Symfony. On parle de différents composés, comment on les utilise par rapport au code historique. On veut migrer certaines parties et moderniser certaines des parties de Zen Framework sans le faire d'un seul coup, parce que c'est trop complexe et c'est très cher finalement pour une très grande organisation comme la BBC de le faire. Donc, l'une des premières choses qu'on essaie de faire, c'est d'introduire l'injection de dépendance au niveau du test et Pimple, que vous connaissez de Silex, je suppose. C'était formidable, c'est très rapide, c'est très facile à comprendre pour les développeurs. C'est facile, c'est très aisé à comprendre comment ça marche. Et c'est très intéressant de constater le changement dans le comportement des développeurs. Ils commencent à utiliser des très bonnes pratiques avec ça. Et c'est très facile, hein, c'est facile à mettre en place avec Zen de Framework. Voici notre bootstrap. On crée le conteneur, on crée quelques services, et ensuite on va l'attacher au front controller sous Zen. Et dans le contrôleur lui-même, on peut attraper le conteneur et l'utiliser là où on veut. Donc c'est vraiment très très rapide. Un autre composant qu'on a commencé à utiliser, c'est des Awesome Event Dispatcher. Ça m'a ouvert l'esprit.
des événements, des actions déclenchées par les événements. Et on parle de logging, d'historisation. L'Event Dispatcher a vraiment servi à nettoyer notre code. Le seul point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Parfois, c'est un peu difficile de savoir ce qui se passe. Donc, pour le plugin pour Zen Framework, c'était en fait, on a volé un front controller, un plugin, et on dispatche les événements par le biais de ces méthodes. Donc, on a des hooks dans le système similaires à ce qu'on fait dans Symfony Framework 2. Donc, on a beaucoup d'attentes par rapport à notre manière de pouvoir migrer les choses, des parties de notre système vers des composants Symfony. Donc, j'adore cette idée d'avoir des aspects tout petits qu'on puisse juste remplacer et découpler les choses. Et pour les grandes organisations où on ne peut pas se permettre de tout remplacer d'un coup au lieu de le faire par petits bouts, eh bien c'est formidable cette approche-là. Donc je m'attends avec impatience d'utiliser ClassLoader, utiliser les twigs, utiliser les configs pour essayer de commencer à faire les plugins, mais lentement. Et on n'a pas parlé des aspects JavaScript, et j'ai parlé qu'en fait on ne compte pas trop sur beaucoup de bibliothèques DOM. On essaie d'utiliser des micro-bibliothèques, des composants JavaScript de petite taille, ce qui soutient l'idée d'une page légère, en fait, d'envoyer uniquement le code au client dont on se sert réellement. Donc jQuery, c'est 33K, et la plupart, il s'agit d'animation, des IE6, des choses dont on n'a pas besoin. Et on ne compte pas sur un cadre particulier. Donc, c'est interchangeable avec différentes bibliothèques. C'est la même philosophie que Symfony Composant, mais avec JavaScript. Et en fait, ça s'applique aux deux. Les gens chez Twitter, Dustin Diaz a créé beaucoup de bibliothèques très sympas. Vous avez un pour Ajax, il y en a un autre pour un selector wrapper qui emballe les fonctionnalités natives dans les navigateurs. Bonzo, c'est une utilité DOM. Event Emitter, il y a PubSub et Curl, qui est un chargeur de JavaScript AMD. Comme je vous l'ai déjà dit, Responsive Design pousse la complexité du back-end vers le front-end. Donc, une des nouvelles approches qu'on essaie de faire, c'est AMD, qui est dans JavaScript, et ça s'appelle Asynchronous Module Definition. Et en fait, ça s'appelait Require.js. Donc, Color.js, c'est un autre chargeur avec les mêmes spécifications, ce qui permet de gérer les dépendances dans le JavaScript pour qu'on puisse écrire des petits bouts de code très petits plutôt que les bouts de code JavaScript énormes qu'on avait avant et de le compiler à un seul fichier JavaScript. Donc, on a des pages parfois qui ont leur JavaScript spécifique. Et dans ce cas-là, on a un fichier secondaire. Pour cela, donc Require.js gère toutes ces dépendances et cela établit une cartographie en conséquence. Alors, AMD, ça ressemble à quoi? Eh bien, ici, vous avez une des méthodes globales. Vous avez Define, qui vous permet de spécifier les modules. Et en haut, on vous donne une matrice de dépendances. Et ça, là où les micro-bibliothèques sont formidables, on peut choisir les dépendances qu'on veut. Et après, c'est sandboxé dans le module. Donc, c'est beaucoup plus global en termes de JavaScript. On utilise les dépendances, ils sont ensuite cartographiés aux fonctions, et ensuite on écrit le code, où c'est une fonction, un objet, ce que vous voulez, et après on rend la valeur. Ce qui nous a permis d'écrire des JavaScript assez compliqués d'une manière à permettre la maintenance aisément. Au fur et à mesure qu'on travaille sur l'échelle de gens qui travaillent sur le site, c'est une très bonne manière de faire la maintenance de votre JavaScript. Je voulais vous parler d'encore une chose. On fait beaucoup de développement comportemental. On travaille beaucoup sur Cucumber.
Si on travaille sur un sprint, on fait un sprint de 2 semaines et après on a une réunion avec le responsable du projet, on a un testeur, on a un concepteur, on a des développeurs, on rassemble tout le monde et on écrit des scénarios ensemble. Et après, on écrit le code. Mais le seul problème qu'on a, c'est que c'était difficile de communiquer les scénarios aux gestionnaires de projet, aux gens qui ne sont pas très techniques. Donc, on a trouvé un projet qu'on appelle Wally, qui est sur GitHub. Vous pouvez le prendre, qui regarde l'ensemble des scénarios dont vous avez et vous créez un site web. Donc, si vous avez quelqu'un qui n'est pas très technique et vous voulez voir ce que fait le système réellement, vous vous loguez et en une seconde, vous avez un document vivant de tout ce que font, de tout ce que fait le site BBC et sur quoi on travaille pour l'avenir. Quelques réflexions. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que je vous ai dit, mais ce dont il faut se souvenir, c'est la vitesse, c'est la clé. Lorsque j'ai commencé dans le développement web, on s'inquiétait beaucoup sur les modems de 56K. Donc maintenant, on revient à la base en termes de vitesse compte. La vitesse compte maintenant, comme avant. La taille de la page compte aussi. Comprendre que tout le monde n'a pas une connexion ADSL, il faut comprendre ça aussi. Donc, responsive design, c'est très important, mais ce n'est pas la seule réponse. LinkedIn a une approche différente, et donc il faut voir ce qui marche pour vous. Mais nous, on a bien travaillé avec ça. Donc, qu'est-ce qui vient ensuite? On n'a pas tout compris. Responsive design, c'est très difficile pour la pub. Comment améliorer la prise en charge de pub pour les utilisateurs internationaux, par exemple. Mais je m'attends avec impatience à mettre en place des Twig templates, des Symfony Components, la casse loader, qu'on puisse les prendre en charge. Et c'est formidable de faire partie de cette communauté. En tout cas, on commence. Donc, merci de votre écoute. Je suppose que vous avez quelques questions? Non? Si? Merci. But thanks for listening. I don't know, presume we're having questions, but yeah, thanks a lot.